Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avançons toujours dans la pratique du C++ et les projets commencent à être de plus en plus volumineux. Nous commençons à avoir de plus en plus d'instructions, nous commençons à avoir de plus en plus de lignes de code, et il serait peut-être temps depuis le début de prendre de bonnes habitudes de programmation. Cette vidéo en fait est destinée à voir la compilation séparée, c'est-à-dire en fait que on a des techniques pour ne pas mettre toutes les instructions dans un seul et même fichier. Il y a plusieurs raisons à cela, tout simplement, c'est que si jamais vous mettez toutes vos instructions dans un même fichier, vous risquez d'avoir des fichiers qui comportent des centaines, voire des milliers de lignes. En fait, en tant que développeur, on n'a pas envie de lire des fichiers qui ont des milliers et des milliers de lignes. Tout simplement parce que c'est difficile de s'y retrouver, et c'est difficile de retrouver en fait la modification que l'on a à faire dans ce fichier, ou de retrouver une erreur dans un fichier qui est aussi long. Ça va nous faire perdre du temps. Autre chose, tout simplement, c'est que si jamais vous avez toutes vos instructions dans le même fichier, eh bien vous ne compilez qu'un seul fichier, et donc ça va vous prendre du temps au moment de la compile. Ce que l'on aimerait faire, tout simplement, c'est d'avoir notre projet qui est sur plusieurs fichiers, et en fait de n'avoir à recompiler que le fichier sur lequel on travaille. C'est-à-dire que s'il y a 90% du projet que je ne touche pas, j'ai pas d'intérêt en fait à recompiler ces 90%. Je vais juste en fait essayer de recompiler la petite portion de ligne en fait sur laquelle je travaille, et donc ça me fera gagner du temps. Comme je compile assez souvent pendant une journée de développement, et bien à chaque en fait, compilation, ça va me faire gagner du temps. Alors qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? On va essayer de comprendre déjà comment est-ce que je peux séparer mes différents éléments. Alors j'ai déjà fait un découpage par classe, et si vous avez fait un petit peu d'UML, vous savez déjà que votre projet a été découpé par classe. Donc pourquoi ne pas garder ce découpage au moment où vous faites un grand projet et que chaque classe devienne en fait un seul fichier? Et donc ça vous permettrait d'avoir plusieurs avantages puisque les classes pourraient être emmenées en fait d'un projet à l'autre assez facilement puisque vous auriez déjà cette flexibilité puisque vous auriez votre découpage qui est en place. Nous allons voir que le fait de découper notre projet en plusieurs classes va nous amener quelques petites problématiques que l'on va essayer de solutionner. La première, c'est qu'on va se retrouver avec des classes qui vont se retrouver déclarées plusieurs fois, effectivement, puisque si jamais j'ai une classe qui est déclarée dans une autre classe qui elle-même est déclarée dans une troisième, par transition, je vais peut-être me retrouver avec une classe qui va gérer plusieurs définitions de la même classe. Et ça, on va regarder avec des petites méthodes du préprocesseur comment est-ce que je peux régler ce genre de problème. On va essayer de voir aussi d'autres mécanismes qui vont nous permettre de mettre en place une optimisation dans la compilation, et pour cela je vous propose de voir l'outil Make. Make est un petit outil qui existe de base sous Unix, Linux, macOS je pense aussi, et sous Windows il existe mais il faut juste le télécharger et l'installer, il est aussi disponible, et ce petit outil en fait il va nous permettre de gérer la compilation, de créer des règles de compilation, ça va nous permettre de ne pas avoir à toujours écrire ce que l'on veut compiler. Et on va voir aussi que le Makefile va comparer systématiquement ce qu'il doit construire aux sources. C'est-à-dire que si les sources n'ont pas changé, eh bien il n'y a pas de raison de recompiler. Okay, et donc ça va nous faire gagner du temps puisque ça ne va jamais recompiler des choses en fait, qui n'ont pas besoin de recompilation. Ça va recompiler uniquement ce que l'on a vraiment besoin dans le projet, et dans ce sens-là, ça va nous faire gagner du temps. Alors la commande make, elle est basée sur des petits fichiers qui s'appellent des makefiles, et les makefiles sont simplement des fichiers qui intègrent les règles de compilation dont nous allons avoir besoin. Et bien nous allons voir tout cela dans cette vidéo en reprenant l'exemple sur lequel nous avons fini sur la vidéo d'héritage qui était la classe personne dont découlaient trois classes dérivées, les salariés, les fournisseurs et les clients. Alors nous allons partir de l'idée que finalement d'avoir toutes les classes dans le même fichier, c'est pas quelque chose d'intéressant puisque ça va nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Et on va essayer de comprendre un petit peu la problématique qui se situe derrière. Avoir toutes les classes dans un même fichier, ça va déjà faire un fichier qui est assez volumineux en nombre de lignes et en nombre d'instructions. Cela veut dire que le jour où on a à maintenir quelque chose dans ce fichier-là, eh bien on va perdre déjà pas mal de temps à chercher où se trouve l'erreur. Nous allons donc essayer d'avoir recours à ce que l'on appelle la compilation séparée, c'est-à-dire en fait que nous allons séparer les différentes lignes de code dans plusieurs fichiers. Et l'idée tout simplement c'est de dire que je vais mettre dans ces fichiers des choses qui vont ensemble. Je vais donc faire un fichier par classe et dire que tout ce qui concerne par exemple mon client va se retrouver dans un fichier, tout ce qui concerne par exemple une personne va se retrouver dans un fichier, et ça va me permettre en fait de corriger très très vite le jour où j'ai un problème sur l'une ou l'autre des notions, puisque je sais exactement dans quel fichier je vais devoir chercher mes lignes de code. Donc la technique de la compilation séparée, elle va avoir plusieurs avantages.
La première, c'est qu'elle va permettre de trouver rapidement ce qui ne va pas. Vous avez un problème au niveau du client, eh bien vous allez chercher dans le fichier client. Vous avez un problème dans le niveau personne, vous allez chercher personne, et ainsi de suite. Ça va cibler un petit peu votre recherche, et ça va vous permettre de retrouver assez facilement vos erreurs. Les classes, une fois qu'elles sont dans des fichiers différents, elles deviennent indépendantes, et donc transportables sur d'autres projets. Ça veut dire que si par exemple vous avez réalisé une classe dont vous êtes très content, par exemple vous avez géré une classe qui va s'occuper de la gestion de vos clients, et que vous avez un autre projet où vous avez de nouveau la notion de client, et bien en fait, il sera très facile d'emmener le fichier qui contient toute la classe client. Et donc ça va rendre en fait votre application beaucoup plus flexible. On va travailler sur des fichiers plus courts et plus faciles à parcourir, donc ça c'est intéressant pour nous aussi en tant que développeurs lorsque l'on va devoir faire la maintenance d'un projet. Eh bien les bouts de code seront plus compréhensibles, seront plus courts, on n'aura pas toutes les notions d'un coup, et donc tout simplement on pourra encore une fois maintenir plus facilement du code lorsqu'il est bien organisé, il est bien rangé. Enfin, il va nous permettre de découper aussi le projet en plusieurs fonctionnalités, et on va par exemple dire tous les codes qui sont là-dedans vont concerner par exemple le module compta de mon développement. Ici je vais avoir tout le module RH, ici je vais avoir tout le module, je sais pas, entrepôt ou n'importe quoi. Et donc en fait on va pouvoir faire un découpage logique de l'application. À partir du moment où on est arrivé à faire un découpage par classe, on va pouvoir ranger ces classes aussi dans un découpage logique qui correspond en fait à la notion que l'on a dans notre entreprise. Alors comment ça va se passer? On va d'abord essayer de voir le point de départ. Alors je vais utiliser comme point de départ le développement que l'on avait fait lors de la dernière vidéo où on avait parlé de hiérarchie, d'héritage. On avait déclaré en fait dans un seul fichier qui s'appelait personne.cpp, on avait déclaré une classe personne. Alors je vais d'abord passer par l'UML pour qu'on ait une bonne représentation. On avait simplement créé plusieurs classes, une classe personne qui possédait un nom, un prénom, un âge, et qui avait une fonction d'affichage qui permettait d'afficher les informations de la personne. Et on avait fait dériver de cette classe personne 3 classes, un client, un salarié et un fournisseur. C'est 3 types de personnes. Chaque spécialisation, chaque personnalisation de personnes, en fait, va nous ramener une information supplémentaire. Le client, par exemple, est une personne dont on veut connaître l'adresse. Le salarié est une personne dont on veut connaître le niveau. Et le fournisseur est une personne dont on veut connaître le téléphone. Voilà. Donc ça veut dire que chaque spécialisation va avoir ses propres infos et va avoir sa propre fonction d'affichage qui va me permettre d'afficher tout ce qui est commun à personne et en plus l'attribut ou l'information qui est propre à la classe dérivée. Donc ça c'est un développement qu'on avait réalisé, que vous pouvez récupérer en description de la vidéo si vous voulez partir de ce point de départ. Et donc j'ai tout simplement ma classe personne qui est ici, avec le nom, le prénom et l'âge. Elle a un constructeur, elle a sa fonction d'affichage, elle a un destructeur qui permettait de savoir si la personne a été correctement rangée. On a ensuite un client dérive de la classe personne. En plus, le client possède une adresse. J'ai un constructeur de client qui appelle le constructeur de personne et qui en plus spécifie l'adresse. Et j'ai la fonction d'affichage qui est propre au client, qui va appeler la fonction d'affichage de personne et qui va en plus afficher l'adresse qui est l'information en plus du côté client. Bon, j'ai pareil avec le fournisseur, sauf que le fournisseur a un téléphone, et j'ai pareil avec le salarié. Et j'ai donc un main qui me permet en fait tout simplement de créer un client, un salarié, un fournisseur, de mettre les 3 types de personnes dans un vecteur, et je parcourais ce vecteur et j'en faisais l'affichage, et c'est comme ça que j'avais montré un petit peu le polymorphisme dans les classes. Ok, donc on va garder telle quelle notre structure, et on va simplement essayer de faire en sorte que chaque classe, donc la classe personne, la classe client, la classe salarié, la classe fournisseur, se retrouve dans des fichiers différents pour que ce soit plus facile pour moi à maintenir. Alors quelle est l'organisation que je veux mettre en place? Alors l'organisation que je veux mettre en place, elle va ressembler à ça. C'est-à-dire que je vais créer plusieurs fichiers et je vais créer en fait des groupes logiques. C'est-à-dire que je vais créer pour mon client, je vais créer un fichier, pour mon fournisseur, je vais créer un fichier, et pour mon salarié, je vais créer un fichier. Sauf que je ne peux pas simplement diviser ces fichiers comme ça, en fait, simplement couper en plein milieu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je regarde un peu comment mon programme est construit, eh bien vous voyez que ma fonction main, eh bien elle va avoir besoin de savoir ce qu'est un client, de ce qu'est un salarié, de ce qu'est un fournisseur. Donc elle va être obligée de savoir ce que je peux faire avec un fournisseur, quelles sont les opérations possibles. Par exemple, j'utilise un constructeur, il faut que je sache que le constructeur de fournisseur existe. Donc si je prends simplement les éléments et que je les divise
dans différents fichiers, en fait, je ne pourrai plus refaire le lien entre ces éléments. Donc il faut que je réfléchisse un peu à ce lien-là. Ça veut dire qu'à la fin, même si j'ai divisé les fichiers, il faut quand même que je puisse reconstruire mon projet à partir de toutes les fonctionnalités et que les liens soient bien faits entre les différents fichiers. Donc on va réfléchir un petit peu à ça. C'est pour ça que dans mon organisation, je vais créer pour chaque classe 2 fichiers. Par exemple, je vais prendre l'exemple de client. Pour client, je vais créer un client.h et un client.cpp. Alors, les points CPP, c'est les fichiers C++, c'est ceux qui contiennent du code C++, ça on en utilise depuis le début. Mais les clients.h, les points H, en fait, ce sont les headers. Les headers, ce sont des fichiers qui sont aussi au format C++, mais qui sont un petit peu particuliers. Ils vont contenir, en fait, les déclarations. Et quand vous faites, par exemple, un include de string ou que vous faites un include de vector dans un programme C++, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites un include de string.h ou de vector.h. Vous faites un include du header de l'objet que vous voulez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce header? Eh bien, dans ce header, il y a toute la définition de la classe. C'est-à-dire, je déclare ma classe, je déclare toutes les attributs de ma classe, et je déclare toutes les fonctions de ma classe. Par contre, je ne donne pas le corps de ces fonctions. Je dis que ces fonctions existent, je dis quels arguments elles ont besoin pour fonctionner, je donne leur valeur de retour, en fait je donne leur signature, mais je ne donne pas en fait comment elles fonctionnent. Leur fonctionnement va être détaillé dans le fichier .cpp. Pourquoi? Eh bien tout simplement en programmation, comme pour nous, en fait en tant qu'être humain, quand on programme en C++ et qu'on a besoin d'utiliser une fonction, en fait on n'est pas toujours obligé de savoir comment fonctionne la fonction, quel est le corps de la fonction. Nous, pour pouvoir utiliser une fonction, on a besoin de quoi? On a besoin de connaître son nom, on a besoin de connaître ses paramètres, et on a besoin de connaître ses valeurs de retour. À partir de là, je ne suis pas obligé de savoir comment marche exactement la fonction pour pouvoir l'utiliser. C'est exactement comme quand je conduis une voiture, je suis capable de conduire une voiture sans être capable d'expliquer exactement comment marche chaque composant de la voiture. Je ne suis qu'utilisateur. Et bien là, c'est pareil, on va être uniquement des utilisateurs de la fonction. Et donc dans un premier temps, j'ai juste besoin de savoir que cette fonction existe et je n'ai pas besoin de savoir comment elle marche. Et bien ça, c'est tout le but des fichiers header, des fichiers .h. Et on va les construire ensemble. Donc dans ma décomposition, je vais donc créer un client.h, un client.cpp, un fournisseur.h, un fournisseur.cpp, un salarié.h, salarié.cpp, pareil pour personne, et enfin je vais avoir besoin d'un main CPP qui va contenir en fait la fonction main. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement créer tous ces fichiers-là. Donc je vais simplement créer tous ces fichiers. Donc je vais avoir besoin d'un client.h. Pour l'instant, je l'ai créé simplement à vide. J'ai besoin naturellement d'un client.cpp. J'ai besoin d'un fournisseur.h. J'ai besoin d'un fournisseur.cpp. J'ai besoin, c'était quoi le dernier? Salarié.h. J'ai besoin d'un salarié.cpp. Alors, personne CPP existe déjà, par contre, il n'y a pas exactement ce qu'il me faut dedans. Il me faudra un personne.h. Alors, je vais prendre l'habitude, quand c'est des classes, de mettre une majuscule. Alors, c'est pas obligé, mais c'est une convention de nommage, souvent les... Alors, il va pas me laisser le faire. Il va pas me laisser le faire pour l'instant. Je vais le mettre comme ça. Je vais renommer simplement le personne.cpp qui est ici. Je vais simplement le renommer et ça va devenir mon main. Ok. Et donc personne, ça je peux le renommer en personne.cpp. Ok. Donc j'ai client, fournisseur, personne.cpp, personne.h. Là le exe je vais l'enlever pour l'instant. Voilà. Personne.h, salarié.cpp, salarié.h. Ok, donc j'ai pas mal de fichiers vides, et je vais essayer de voir maintenant comment je vais remplir ces différents fichiers. Ok, ça marche. Alors, en compilation séparée, qu'est-ce que je vais mettre du coup dans ces points H, et qu'est-ce que je vais mettre en fait dans les points CPP? Eh bien, tout simplement, on va essayer de voir que dans les points H, on va avoir tout ce qui est définition. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le fonctionnement détaillé, mais on va avoir la définition. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec une classe salarié, par exemple, dans salarié.h. Salarié.h découle de personne, elle a un niveau, et elle a accès à deux fonctionnalités qui sont le constructeur,
salarié, qui prend 4 paramètres, et une fonction d'affichage, qui est une override de la fonction d'affichage de la classe mère. Ok, et vous voyez que je n'ai pas défini quel est le corps des fonctions, je n'ai pas défini ce que font ces fonctions, j'ai juste défini en fait qu'elles existent. Parce que dans la première étape de compilation, on va s'apercevoir que j'ai juste besoin de savoir en fait que ces fonctions-là, elles existent, et c'est dans un deuxième temps simplement que je vais faire les liens. On va essayer de mettre ça en place progressivement. Les points CPP, en fait, eux, ils vont contenir quoi? Eh bien, ils vont reprendre chacune des fonctions. Vous voyez que dans la classe salarié, j'ai un constructeur et j'ai une fonction d'affichage. Et cette fois-ci, on va reprendre ces deux informations et on va dire, en fait, exactement ce que fait la fonction. Le constructeur de salarié, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le constructeur de personne et il va affecter le niveau. L'affichage, qu'est-ce que va faire l'affichage de la classe salarié? Eh bien, elle va tout simplement prendre l'affichage de la personne, de la classe mère, et ensuite elle va ajouter le niveau qui est propre au salarié. Et donc je vous propose de faire ce petit travail, tout simplement. Alors on va le faire beaucoup en copier-coller, hein. Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si jamais ça va trop vite. Je vais simplement faire les étapes et je vais les commenter ensemble. Donc pour l'instant, on a toutes nos classes dans main CPP. Alors la première classe dont je vais m'occuper, c'est la classe personne. Alors je vais la sortir simplement de la classe main. Donc j'ai simplement fait un coupé. Je vais aller dans personne.h, ici, et je vais simplement la coller. Je vais la coller dans personne.h, et je vais la coller aussi dans personne.cpp. Alors dans personne.h, on avait dit tout simplement que vous allez récupérer toutes les définitions. Alors là, vous voyez, je l'ai simplement coupé, et donc je m'aperçois déjà que eh bien, la classe string n'est plus connue. Donc ça veut dire que quelque part, ici, il faut aussi que je fasse les include manquants. Donc je vais simplement faire un include string, et je ne vais pas oublier de faire un using namespace std pour reprendre la bibliothèque standard. Voilà, ce qui devrait régler mon problème de string. Ah, j'ai aussi laissé out, qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que j'oublie de faire des include de uStream, qui me permettra d'utiliser les cout. Ok. Donc là déjà il râle plus, il n'y a plus de soulignement rouge, donc il est assez content. Alors l'idée dans le point H, c'est que tout simplement on va se débarrasser de l'implémentation, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de... Je vais juste faire un listing des fonctionnalités. Alors les fonctionnalités, il y en a combien? Mais il y a un constructeur ici, donc je mets simplement le point virgule, je garde le nom du constructeur et les paramètres, et je mets tout simplement un point virgule pour dire en fait que je ne déclare que la fonction, et comment marche la fonction, quelles sont les instructions de la fonction, je vais simplement le mettre dans le CPP. Je vais faire exactement pareil pour la fonction d'affichage, je vais supprimer le corps ici, et je vais faire pareil pour le destructeur, je vais simplement laisser la classe comme ça. Et dans le point H, vous voyez en fait que les informations que l'on a, c'est tout simplement, vous savez quels sont les attributs de la classe, et vous savez à quelle fonction vous avez droit. Donc j'ai le droit d'utiliser un constructeur personne, j'ai le droit de faire un affichage, et j'ai le droit de supprimer la personne. Voilà. Et bien mon point H est terminé. Donc je vais maintenant m'intéresser à personne.cpp, et personne.cpp, et bien tout simplement, je ne suis pas obligé de redéfinir la classe. Tout ce que je vais faire, c'est dire, je vais inclure l'entête, donc je vais en fait inclure personne.h. Donc je vais reprendre en fait tout ce que j'ai déclaré ici, la déclaration de classe, je vais l'intégrer, je vais aussi reprendre les strings et les uStream qui sont dans le point H. Donc tout ça, je vais l'inclure en une seule ligne, je vais inclure personne.h. À partir de ce moment-là, la classe personne, elle existe, les attributs existent, et les fonctions existent. Je suis juste obligé de leur expliquer maintenant quel est le corps de ces fonctions. Alors quel est le corps de ces fonctions? Je vais me débarrasser de tout ce dont je n'ai pas besoin. La classe personne, j'en ai pas besoin. J'ai juste 3 fonctions, en fait, qui sont personne, affichage et personne. Quand je suis ici, je m'aperçois aussi que je suis en dehors de la classe. D'habitude, je définissais, quand je reprends un peu mon main, je définissais les fonctions dans la classe. Et donc on savait d'où venaient ces fonctions. Ici, maintenant, je suis en dehors de la classe, et donc je dois préciser que les fonctions que je définis, eh bien, ce sont les fonctions de la classe personne. C'est pour ça que je préfixe chacune des fonctions avec personne, pour dire, voilà, c'est le constructeur personne qui se trouve dans la classe personne, c'est la fonction d'affichage qui se trouve dans la classe personne, et c'est le destructeur qui se trouve dans la classe personne. Voilà.
Et donc maintenant, j'ai effectivement ma classe personne qui est terminée, j'ai la définition de la classe d'un côté, les attributs et les fonctions, et ensuite dans un CPP, j'ai tout le code, comment fonctionnent mes différentes fonctions. En tant que développeur, c'est intéressant pour nous aussi, parce que quand on veut savoir comment marche une bibliothèque, par exemple, ou quelle fonction on a accès, et bien simplement en regardant le point H, on a un espèce de résumé de la classe et des fonctionnalités auxquelles on a accès. Je sais maintenant que ma personne, en fait, elle a accès à un nom, un prénom, un âge. Je peux créer une personne, je peux l'afficher et je peux la détruire. Comment ça marche derrière? En fait, si je veux juste utiliser la classe personne, je ne suis pas obligé de le savoir. Et donc, je peux rester simplement comme ça. Ok, ça marche. Alors, le main.cpp, il n'est pas super content. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai supprimé la classe personne et j'avais simplement des autres objets qui se basaient sur la classe personne. Par exemple, le client est censé hériter de personne, et donc pour l'instant vous voyez que j'ai tout en rouge. Alors comment je fais pour faire disparaître ce rouge? Eh bien tout simplement, si je veux avoir accès à la personne, pareil, je vais faire dans mon main, je vais faire un include de person.h. À partir du moment où j'include person.h, eh bien j'inclus de nouveau dans mon main la définition de personne, et vous voyez que toutes les erreurs ont disparu. Ok, donc je vais m'occuper du client également, je vais m'occuper du fournisseur. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Donc je colle mon client dans client.h et dans client.cpp. Dans client.h, je vais juste récupérer, une fois pour toutes, je vais mettre dans les points h les strings et les useStream, puisque je vais en avoir besoin partout. Donc je vais simplement les coller dans tous les points h pour qu'à chaque fois ils soient disponibles. Et donc je travaille là sur client. Voilà. Et client, je m'aperçois en fait que client s'appuie sur personne. Et donc si je veux m'appuyer sur personne, eh bien je suis obligé naturellement, encore une fois, d'inclure personne.h. Sinon je vais avoir un problème. À partir du moment où j'inclus personne.h, j'inclus de nouveau la définition de la classe personne, et je vais donc ici ne plus avoir d'erreur. Alors ici je suis dans le point h, ça veut dire que je ne mets pas en place le corps des fonctions, mais je mets simplement la signature, et donc la signature des fonctions, elle va simplement se limiter à ça. J'ai l'attribut adresse, j'ai accès à deux fonctions qui sont le constructeur, client, et qui sont la fonction d'affichage. Voilà, j'en ai déjà terminé avec ma classe client. Je fais le client.cpp, ça veut dire que je vais inclure la définition de classe, client.h, voilà, et je n'ai plus qu'à définir les deux fonctions de ma classe client, qui sont le constructeur et la fonction d'affichage. Donc client, je vais préfixer la classe, donc là je déclare le constructeur qui se trouve dans la classe client, et là je vais déclarer la fonction d'affichage qui se trouve dans la classe client. Ok, alors je ne suis pas obligé de respécifier l'override, puisque l'override il est déjà donné dans la définition de classe, il est déjà ici, donc c'est pas la peine que je le remette, la fonction elle a déjà été déclarée avec l'override. Ok, donc voilà, encore une fois, le client, je le récupère directement ici avec ces différentes informations. Donc je me suis occupé du client, je vais m'occuper du fournisseur, fournisseur.h, fournisseur.cpp, je vais un petit peu plus vite maintenant. J'ai toujours besoin, pour que ça marche, d'inclure la personne. Sinon j'ai un problème puisqu'il ne connaît pas la personne. Ça va normalement me supprimer tous mes problèmes. Je suis dans le point H de fournisseur, ça veut dire que je ne garde pas le corps des différents textes. Je ne garde pas le corps des fonctions. Voilà. Donc fournisseur, eh bien j'ai un constructeur, j'ai une fonction d'affichage. Et donc tout simplement ici, je vais de nouveau faire un include de fournisseur.h. Ok, et là je vais simplement redéfinir les deux fonctions que sont le constructeur et l'affichage. Je vais préfixer avec la classe fournisseur pour expliquer à C++ que c'est bien le constructeur de fournisseur que je suis en train de déclarer, et la fonction d'affichage dans fournisseur, puisque vous vous rendez compte depuis le début que on travaille sur plusieurs fonctions d'affichage, donc il faut bien que je dise dans quelle classe de quelle classe je suis en train de définir le corps de la fonction affichage. Donc là je suis bien en train de définir l'affichage qui se trouve dans fournisseur. Alors j'ai plus d'erreur, je vais tout sauvegarder, on est bon.
Et la dernière classe qu'il me reste à faire, c'est simplement salarié. Je vais la récupérer comme d'habitude. Je la mets dans le point H. Je la mets dans le point CPP. Alors dans le point H, pareil, j'ai toujours besoin d'inclure personne pour pouvoir avoir accès aux informations de la classe personne et pour pouvoir en hériter. Là, je vais enlever les définitions, je vais enlever les instructions. Pareil, salarié se base sur un constructeur et sur un affichage et a un niveau comme attribut. Je vais dans salarié.cpp, je vais donc inclure le fichier d'entête salarié.h. Voilà. Et puis je vais définir ces deux fonctions. Là j'ai encore une accolade qui ne me sert à rien. Voilà. Donc salarié, c'est bien le constructeur salarié qui se trouve dans la classe salarié que je redéfinis. Et la fonction d'affichage, pareil, c'est bien la fonction d'affichage de la classe salarié. Et le override, je l'enlève puisqu'il est déjà dans la définition. Voilà. Donc j'ai divisé en fait mon programme en plusieurs éléments. Et donc c'est ce que je vous disais maintenant, si jamais vous avez un problème au niveau de personne, bah, vous allez chercher dans personne.h, personne.cpp, donc ça va vous diviser le travail. Alors main.cpp, lui, il est tout rouge. Pourquoi il est tout rouge? Parce qu'en fait, j'essaye de créer des clients, des salariés, des fournisseurs, et je n'ai plus d'informations en fait sur ces éléments-là. Donc, il ne faut pas que j'oublie en fait d'inclure le fait que je veux pouvoir me servir de client, donc ça veut dire qu'il faut inclure la définition de la classe client. Si je veux pouvoir utiliser des fournisseurs, il ne faut pas que j'oublie de déclarer l'entête de la classe fournisseur pour que la classe fournisseur soit déclarée. Et si jamais je veux déclarer des salariés, il ne faut pas que j'oublie en fait de faire salarié.h pour le mettre ici. Ok. Et donc voilà, on a divisé notre gros projet en projets beaucoup plus petits et beaucoup plus maintenables. Alors je comprends que c'est la première fois qu'on fait ça, on a l'impression que notre projet est beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais en fait, il est beaucoup plus simple à maintenir. Vous savez maintenant que si jamais il vous manque une fonction pour un salarié, en fait, vous allez simplement dans salarié.h, vous rajoutez l'entête de la fonction dans le header, et vous rajoutez le corps de la fonction dans salarié, et en fait, vous avez beaucoup moins de code et vous avez que ce qui correspond au salarié. Ça vous permettra de voir aussi facilement si cette fonction n'existe pas déjà, si elle n'a pas déjà été implémentée, parce qu'en fait, il y aura beaucoup moins de code à passer en revue. Alors, j'ai tout sauvegardé, ça marche. Et maintenant, le problème, comment est-ce que je compile? Pour l'instant, on avait vu que quand on compilait, on faisait un G++, on compilait le main.cpp et on lui donnait un nom, par exemple, on l'appelait pers.exe, voilà, et je compilais. Sauf que le problème maintenant, vous voyez que j'ai des tas d'erreurs qui me disent quoi? Ils me disent, écoute, tu essaies de compiler main, c'est gentil, mais par contre tu fais référence à des classes personnes que moi je ne connais pas. Tu veux faire, alors là c'est une redéfinition, ça on verra d'où vient le problème. Mais pour l'instant, si je ne compile que le main, en fait, vous allez voir que quand je crée un client, il va avoir besoin d'appeler le constructeur de client, et le constructeur de client, je ne lui ai pas encore dit, en fait, comment l'appeler, comment il le trouve. Alors, on va corriger un problème l'un après l'autre, on va s'occuper de ce problème-là, on va expliquer d'où vient ce problème, et on va expliquer, en fait, ensuite, les liens. Alors, la compilation séparée, ce qu'on va essayer de faire, c'est que maintenant qu'on a divisé notre projet, l'idée c'est que l'on va pouvoir compiler chaque classe séparément. Je vais compiler mon salarié, je vais compiler mon fournisseur, je vais compiler mon client, ma personne et mon main. Et une fois que tout est compilé, je vais créer un gros projet avec tous ces éléments compilés. Alors vous allez me dire c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Alors oui, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la compile, mais là où ça va nous faire gagner du temps, c'est que si jamais je ne modifie que quelque chose dans le salarié, et si le reste ne bouge pas, je n'ai pas à recompiler les autres pans de mon projet. Et je vais recompiler uniquement le petit bout qui m'intéresse. Si je reviens en arrière, mon schéma, il l'explique bien. Je crée mon client, par exemple, je crée mon fournisseur, je compile mon salarié, je vais donc générer les fichiers bleus ici, qui sont les fichiers objets, qui sont des fichiers, des versions compilées de mes classes.
Alors je vous rappelle que donc ce qui est en noir en fait est compréhensible par les êtres humains, c'est nous qui les avons développés, et ce qui est en bleu en fait est compréhensible par la machine. Et le mécanisme de compilation rend quelque chose que nous avons écrit compréhensible par la machine. Ok, ça veut dire que si on comprend bien ce schéma, je vais générer des fichiers compilés qui s'appellent client.o, fournisseur.o, salarié.o, et si jamais je ne modifie que quelque chose dans le client, le seul que j'ai à régénérer c'est client.o. Les autres ne bougeront pas. Donc je ne vais pas perdre du temps en fait à compiler, à recompiler du code que je n'ai pas touché. Donc ça va être très intéressant. Alors on va le faire à la main et je vais vous montrer ensuite des méthodes qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Donc si je veux compiler, alors on va laisser pour l'instant la compilation du main de côté, cette erreur, et on va revenir dessus plus tard. Si je veux compiler les éléments élément par élément, je vais commencer par dire je vais compiler client.cpp. Ok ? Et vous voyez que le résultat, c'est que ça m'a créé ici quelque chose qui s'appelle client.o. Alors client.o, je ne peux pas l'ouvrir dans Visual Studio Code. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un fichier compilé, c'est-à-dire qu'il est compréhensible par la machine, c'est un fichier binaire. Et en fait, tout simplement, Visual Studio Code me dit ça n'a aucun sens de l'afficher, puisque c'est pas quelque chose que moi je comprendrais en fait. Ce serait une succession de 0 et de 1 qui générerait en fait des caractères que je ne pourrais pas lire. Bon. Donc j'ai compilé mon client indépendamment. Pourtant on s'aperçoit déjà que si on a bien suivi, dans client, eh bien client va devoir inclure personne, et à un moment donné, dans client.cpp, je vais devoir m'appuyer sur le constructeur de personne. Et pour l'instant, client ne connaît pas encore le code de constructeur de personne. Il sait juste pour l'instant, quand je compile mon client, que comme je lui ai inclus personne.h, il sait que dans personne.h, une personne a un nom, un prénom, un âge, un constructeur, une fonction d'affichage et un destructeur. Comment ça marche, pour l'instant, il ne sait pas encore, mais il se doute qu'à un moment donné, on va lui expliquer comment ça marche. Donc pour l'instant, il part confiant, il dit « Ok, je peux compiler, parce que je sais que ces fonctions-là, elles existent, quelque part. » Ensuite, je vais faire tout simplement pareil avec mon fournisseur, fournisseur.cpp, et je vais faire pareil avec mon salarié, voilà, et je vais faire pareil avec ma personne. Voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever un virtual. Ouais, j'ai oublié d'enlever le virtual ici. Effectivement, le virtual n'a pas à être dans le fichier CPP, puisqu'il est déjà dans le point H ici. Donc, je ne vais pas le mettre en doublon. C'est bien de recompiler, on voit un petit peu les erreurs qu'on peut avoir. Ok, donc j'ai compilé client, fournisseur, salarié et personne, et je vais donc maintenant faire pareil avec ma fonction main. Et avec ma fonction main, je vais donc avoir les erreurs que j'ai récupérées tout à l'heure. Ok. Alors ces erreurs, elles viennent d'où ? En fait, quand vous avez une erreur de compilation, le mieux c'est de lire le message de compilation, vous allez voir que vous allez récupérer énormément d'informations. Alors qu'est-ce qu'il y a en erreur ? Eh bien en erreur, il vous dit redéfinition de la classe personne. Ah, alors redéfinition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la classe personne, elle a été définie, et puis qu'à un moment donné, dans le processus de compilation, elle a été redéfinie. Alors comment c'est possible ? Eh bien, en fait, on le comprend très facilement, quand on regarde notre schéma. On s'aperçoit que pour pouvoir créer des salariés, des fournisseurs et des clients, j'ai été obligé d'inclure personne.h dans salarié.h, fournisseur.h et client.h. Oui, mais dans personne.h, il y a la définition de ma classe personne. Donc ça veut dire que tant que je fais le client tout seul, le fournisseur tout seul et le salarié tout seul, j'ai aucun problème, j'ai qu'une seule fois la définition de personne. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé main.cpp. Et main.cpp, qui est ici, eh bien, il contient personne.h, qui déclare la classe personne, client.h, qui contient personne.h, qui déclare la classe personne, redéfinition, fournisseur.h, qui contient personne.h, donc encore une fois, troisième redéfinition, et salarié.h qui contient aussi personne.h, quatrième redéfinition. Et donc, ce que C++ est en train de me dire, c'est tout simplement que je suis en train de redéfinir 4 fois la même classe dans ce programme. Et ça, en fait, il ne l'accepte pas. Alors, comment je peux corriger ce problème ? Eh bien, on va le voir rapidement. La hiérarchie en fait, du programme que l'on a mis en place fait qu'on a inclus plusieurs fois les mêmes fichiers .h, et ici en l'occurrence c'est le fichier personne.h.
Et ceci pose problème au C++ parce que lui, il va croire qu'on essaie de déclarer plusieurs fois la même classe, ou plusieurs classes mais qui auraient le même nom, et donc en fait, il va nous signaler une erreur. L'idée, c'est que nous allons utiliser en fait une instruction du préprocesseur. Alors les préprocesseurs, c'est quoi? C'est tout simplement un petit programme qui va passer avant la compilation et qui va interpréter certaines instructions. Alors les instructions du préprocesseur, elles commencent toutes par un croisillon. Croisillon, hein, c'est le dièse. Hein. Donc, croisillon include, eh bien déjà, ça faisait quoi? Eh bien, croisillon include, ça permettait en fait d'inclure les informations des headers. Un include, ça fait rien de plus hein, que ça prend le point H qui suit et ça copie l'intégralité du point H au moment où il y a l'include à faire. Et donc, l'instruction que l'on va utiliser ici, c'est une instruction qui s'appelle, qui va nous permettre de ne pas déclarer plusieurs fois les éléments. C'est une instruction que l'on va placer dans les points H. Alors le problème chez nous, ça va être personne surtout. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais utiliser une instruction préprocesseur. Donc je vais faire croisillon if not def. Et je vais donner en fait un nom de variable. Alors je vais l'appeler personne sous-h, hein, puisque je suis dans le fichier personne.h, donc je vais l'appeler comme ça. Et je vais tout simplement faire un define personne h. Qu'est-ce que ça veut dire cette instruction? Ça veut dire que si personne h, vous pouvez le voir comme une variable, hein, si personne h n'est pas définie, eh bien je la définis. Ok. Je n'oublie pas de faire le endif ici. Et quelle est l'idée qui se cache derrière? L'idée qui se cache derrière, c'est de dire, voilà, la première fois que je vais passer sur personne.h, eh bien, la variable personne sous-h n'existera pas. Donc, je vais la définir et je vais déclarer la classe. La deuxième fois, si jamais le fichier personne.h est inclus une deuxième fois, je vais cette fois-ci repasser par cette instruction, mais cette fois-ci, on va noter que personne sous-h existe, puisqu'il a été défini lors de la première création de classe. Et donc, comme cette condition n'est pas vérifiée, je vais directement sauter à la fin sans déclarer la classe une seconde fois. Et donc, si je sauvegarde, ici, et que je recompile, hop, je recompile mon main, cette fois-ci, en fait, mon main passe, et j'ai un main.o, puisqu'effectivement, cette fois-ci, il n'y a plus de redéfinition, il n'y a pas de redéfinition plusieurs fois. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une bonne chose à mettre en place, hein. Vous pouvez le mettre, alors vous voyez que pour l'instant, salarié, client et fournisseur ne posent pas de problème, mais vous ne savez jamais si ces classes-là, dans l'avenir, ne vont pas un jour être redéfinies. Donc c'est une bonne idée, en fait, de toujours, quand vous avez un point H qui définit une classe, de mettre ce genre de choses en place. Ça vous permettra, en fait, de ne pas vous faire avoir le jour, en fait, où votre projet évolue et que vous vous retrouvez avec, par exemple, un fournisseur ou un client qui se retrouve avec une classe héritée et on aurait le même problème qu'avec la classe personne du dessus. Donc je vais simplement le mettre en place pour qu'on ait une bonne vision de ce qu'il est possible de faire. Il me reste quoi? Il me reste encore client à faire. Voilà. Client.h. Et il ne faut pas que j'oublie le endif. Voilà. Ça marche. Donc j'ai mis toutes les variables de préprocesseur en place et maintenant, effectivement, quand je compile mon main, j'ai plus aucun problème. Ok, ça marche. Voilà, donc j'ai compilé toutes les informations. J'ai compilé mon client, mon fournisseur, mon salarié, mes personnes et mon main. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout simplement, si je veux reconstituer mon projet maintenant, il faut tout simplement que je procède à une dernière opération qui est l'édition des liens. C'est-à-dire que je vais dire maintenant que dans mon projet, il y a quoi? Eh bien, dans mon projet, il y a client.o, il y a fournisseur.o, il y a main.o, il y a personne.o et il y a salarié.o. Et ça, je veux le compiler entièrement ensemble et je veux appeler mon fichier qui en résulte, par exemple pers.exe. Ok, j'ai pers.exe et si maintenant je lance pers.exe, je me retrouve avec le même programme qui fonctionne avec maintenant des
des fichiers différents par classe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de précompilation, où tout ce qui commence par dièse a été résolu. Les include ont été faits, les if and def et les define ont été faits également. Tout ce qui commence par dièse, par croisillon, ça a été fait. Ensuite, j'ai compilé chaque élément indépendamment. J'ai compilé client, j'ai compilé personne, et ainsi de suite. Dernière étape, je vous l'avais dit, c'est ce qu'on appelle l'édition de liens, c'est-à-dire que juste quand je compilais les éléments indépendamment, il savait que les fonctions existaient, mais il ne savait pas comment les fonctions étaient définies. Et bien, au moment où je fais la dernière étape, ici, où je prends tous les fichiers objets, eh bien, c'est une étape qui s'appelle l'édition des liens, c'est-à-dire que mon fichier main.cpp, qui doit utiliser, lui, un constructeur de client, il va essayer de voir si dans client.o, il y a effectivement une fonction qui va me permettre de créer un client. Et effectivement, celle-là, je vais la retrouver dans client.cpp, le constructeur existe, et j'ai bien la règle, en fait, pour pouvoir l'utiliser. Donc si cette étape ne marche pas, si la dernière étape ne marche pas, c'est probablement que vous appelez une fonction qui n'a pas été déclarée ou quelque chose comme ça, et ça se fait uniquement au moment de l'édition des liens. Ok, donc j'ai un programme maintenant qui fonctionne. Alors l'embêtant, tout simplement, c'est que j'ai tapé pas mal de lignes de commande. J'ai dû compiler mon client, mon fournisseur, mon salarié, ma personne, et mon main, et puis ensuite j'ai encore eu une ligne comme ça. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus simple que l'on pourrait faire? Naturellement, il y a quelque chose de plus simple, et on va voir ce que l'on peut faire. Pour vous aider lors de la compilation, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'outil make. Et make, en fait, va se baser sur des fichiers que l'on appelle makefile. Alors, la compilation séparée, elle se passe, si vous utilisez Visual Studio Community, par exemple, eh bien, vous avez normalement un répertoire pour les headers, les en-têtes, où vous allez mettre vos .h, et vous avez un répertoire pour les sources dans lesquelles vous allez mettre vos CPP. Et quand vous allez lancer en haut votre compile, je crois que ça se lance avec F5 ou quelque chose comme ça, eh bien, tout simplement, Visual Studio Community va tout simplement vous compiler tout ça en un seul et même projet, et derrière, en fait, il va quand même faire de la compilation séparée. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de comprendre ce que fait Visual Studio Community derrière, et de vous donner en fait un outil qui va vous permettre de faire de la compilation séparée vous-même, et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on pourrait retaper toutes les commandes que je viens de faire dans un script shell. Par exemple, je suis sous Windows, je pourrais créer un fichier bat, où je mettrais tous les ordres G++ dedans, et je lancerai ce fichier .bat. Ça marche, ça pourrait me permettre de lancer qu'un seul fichier. Le seul problème, c'est que toutes les recompilations seraient faites systématiquement. J'ai pas forcément besoin de recompiler à chaque fois. On pourrait imaginer, par exemple, que j'ai pas touché à un source. Donc si le source ne change pas, il y a peu de chances en fait que la version compilée, le fichier .o, soit différent au moment de la recompile. Si j'utilise un .bat, j'ai pas la possibilité de vérifier en fait que j'ai besoin de recompiler ou non. Make, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de faire ça. Il va nous permettre de vérifier si le fichier .o qu'on a généré, il a été généré avant ou après la dernière modification d'un source. Si jamais le source est plus récent que le .o, il y a recompilation. Si jamais le source est plus ancien que le .o, en fait, on ne recompile pas et on gagne du temps. Donc ça va nous permettre, en fait, d'avoir, quand on travaille sur un projet assez volumineux, de ne pas systématiquement avoir à recompiler tout le projet. Ok, donc tout le truc de make, l'avantage de make, va être simplement là, il va recompiler seulement ce qui doit vraiment être recompilé, et il va laisser le reste tel quel. Alors l'outil make, si jamais vous travaillez sous Unix, Linux ou macOS, je crois que macOS est basé beaucoup sur Unix, normalement vous devriez avoir la commande make directement. Alors pour s'en convaincre, vous pouvez prendre une fenêtre de commande, un terminal, voilà, et tout simplement taper make. Et là vous voyez, alors moi j'ai make, pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé, mais ça veut dire que make a été installé. Si jamais vous avez besoin d'avoir le makefile, vous pouvez essayer sur votre ordinateur de faire un winget install et vous lancez gnu win32.make. Voilà, vous lancez l'installation.
Donc moi, mon package existe déjà. Hein. Et si jamais vous n'avez pas Wingate, eh bien vous pouvez tout simplement prendre... vous pouvez tout simplement aller chercher GNU Win32 sur SourceForge. Voilà. Ok. Là, vous pouvez aller le chercher. Donc là, c'est gnuwin32.sourceforge.net sur les packages make. Et donc là, vous récupérez juste le setup qui est ici, complete package, machin. Vous récupérez le setup, vous lancez l'installation et ça va vous installer. Alors ça va vous l'installer où? Ça va vous l'installer sous programme x86. Voilà, vous allez sur votre C local, programme x86, et là vous allez récupérer tout simplement GNU Win32 bin, et là vous avez un utilitaire qui s'appelle make. Donc, comme le make est ici, celui que l'on veut gérer, vous récupérez simplement, vous copiez le chemin qui est ici. Dans la barre de recherche Windows, vous tapez env, qui va en fait vous donner accès aux variables d'environnement. Dans les variables d'environnement, vous avez une variable qui s'appelle pass. Vous modifiez cette variable pass et vous ajoutez la ligne C programme file GNU Windows 32 bin. Vous faites nouveau et vous l'ajoutez. Si naturellement vous l'avez installé ailleurs, vous mettez le chemin dans lequel il se trouve. La variable pass, c'est tout simplement une variable d'environnement, et si vous lancez une commande, ça va chercher dans chacun des répertoires pour voir si la commande est trouvée ou non. Donc c'est ce qui permet, à partir d'une fenêtre de terminal, d'avoir accès directement à la commande make. Ok, donc moi je l'avais déjà installé, hein, donc il est disponible en ce qui me concerne. Ok, c'est pour ça que j'ai mon make ici. Alors je vais utiliser le terminal de Visual Studio Code, hein, qui va quand même être beaucoup plus simple. Là vous voyez que j'ai accès également à la commande make, mais pour l'instant je n'ai pas de makefile trouvé. Ok. Donc on va essayer de comprendre maintenant comment est-ce que je vais pouvoir compiler grâce à l'outil make. Alors pour utiliser l'outil make, il faut créer un fichier qui s'appelle makefile. Alors là par contre, le make est intransigeant sur le nom du fichier, hein, il doit vraiment s'appeler makefile. Alors moi je le fais habituellement avec une majuscule, je crois qu'on peut aussi écrire makefile avec un M minuscule, mais vous êtes obligé vraiment de l'écrire comme ça, M-A-K-E-F-I-E-L-E, et on va le créer directement dans notre projet. Attention, il ne faut aucune extension, hein, c'est pas un makefile.txt, c'est pas un makefile.cpp, c'est juste makefile sans extension. Ok, alors on va commencer par le créer. Hop, donc je vais faire un new file et je vais l'appeler makefile. Vous voyez que Visual Studio le reconnaît tout de suite, hein, il va me mettre un gros M orange devant pour me dire en fait qu'il a compris le makefile. Ok, ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce fichier makefile? Eh bien, ce fichier makefile, il va contenir toutes les règles de compilation dont on a besoin. Ok. Alors comment je vais lui fixer une règle? Eh bien, en fait, il faut que je respecte un certain format. Je vais toujours avoir une cible, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux compiler, quel est le fichier qui va être généré à la fin de cette compile, quelles sont les sources dont j'ai besoin, sur quel fichier en fait ce fichier va s'appuyer pour la compile, et quelle est la commande de compile qui est associée. Ok. Donc, si j'ai bien compris, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon makefile ici, et par exemple pour construire client.o, j'ai besoin de quoi? Eh bien, si je vais dans client.h, je m'aperçois que j'ai besoin de client.h, client.cpp, et client est aussi obligé de connaître ce qu'est une personne. Ok, donc je suis obligé de connaître client.cpp, je suis obligé de connaître client. Alors attention à la casse, hein, là j'ai juste mis un L majuscule, client.cpp, et je suis aussi obligé d'avoir personne.h, puisque je l'ai dans mon include. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour créer client? Alors quand j'allais sur la deuxième ligne, hein, il faut que je fasse une tabulation, pour bien comprendre que c'est la règle. Et là, tout simplement, je vais faire un g++-c de client.cpp, et g++-c de client.cpp, c'est la commande qui va me générer client.o. Donc, comment est-ce que je lis cette règle? Pour créer client.o, il faut que je me base sur client.cpp, .h, client.cpp et personne.h,
et je crée mon client.o comme ça. La règle qui est ici, ça veut dire que quand je vais essayer de créer client.o, je vais vérifier, Makefile va vérifier si parmi les fichiers client.h, client.cpp ou client.person.h, il y a un, il y a un des fichiers qui est plus récent que client.o. Si les 3 fichiers qui sont ici sont plus vieux que client.o, en fait, c'est pas la peine de reconstruire client.o, il est sur sa dernière version. Et donc, une fois que j'ai sauvegardé ma règle, eh bien, je peux retourner dans mon terminal et faire tout simplement make client.o, et vous voyez que la compile va se faire. Ok, ça veut dire maintenant que si je relance make client.o, il va tout simplement me dire que client.o est à jour. Ok, je ne suis pas obligé de le recompiler. Client.o et les fichiers sources n'ont pas bougé depuis que client.o a été compilé. Si maintenant je reprends un des fichiers, par exemple client.h, je rajoute simplement un espace et je recompile, eh bien, si je redemande la création de client.o, il va me le régénérer parce que quelque chose a bougé. Et là, il va de nouveau me dire que client.o est à jour. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que je peux créer toutes mes règles. Alors maintenant, je vais créer client.o, je vais créer fournisseur.o, je vais créer mes 5... Alors, fournisseur et salarié, ils marchent pareil. Hein. Fournisseur a besoin de fournisseur.h, fournisseur.cpp et personne.h. Salarié a besoin de salarié.h, salarié.cpp et personne.h et de compiler ça. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque encore personne. Personne a besoin de personne.h, de personne.cpp et c'est tout. Et je compile personne. OK. Et main.o a besoin de quoi? Eh bien, main.o a besoin de client.h, a besoin de fournisseur.h, c'est tous les includes, hein, a besoin de fournisseur.h, a besoin de salarié.h, c'est tout ce que j'ai fait en include dans main, a besoin de personne.h. Donc c'est un petit peu long de fixer toutes les règles, mais au moins une fois que les règles sont fixées, on sait qu'on n'oubliera rien. Et tout simplement, je vais faire un g++ de main.cpp. Voilà. Je sauvegarde. Et ce que je vais faire aussi, c'est faire la dernière règle qui va me permettre de compiler mon programme. Donc c'est-à-dire que je vais générer pers.exe. Pers.exe, pour avoir pers.exe, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il me faut client.o, il me faut fournisseur.o, il me faut salarié.o, il me faut personne.o, et il me faut main.o. Voilà. Je vais à la ligne, je fais tabulation pour dire comment je compile, et comment je compile, eh bien je fais simplement un g++ sur la liste des fichiers objets, voilà, et je lui donne un nom qui s'appelle pers.exe. Ok, je sauvegarde. Alors l'intérêt de make aussi, c'est que quand vous faites make et que vous ne donnez pas d'argument, il va regarder s'il y a un fichier makefile et il va en exécuter la première règle. Donc il va essayer de créer pers.exe. Et pour faire pers.exe, eh bien il lui faut client.o, fournisseur.o et ainsi de suite. Et donc il va client.o, il va regarder ce que c'est et il va voir qu'il a une règle de client.o. Donc s'il a une règle pour client.o, il va regarder s'il doit l'exécuter ou pas. Puis il va passer à fournisseur.o et il va créer fournisseur.o également. Et donc en fait, de manière récursive, il va finalement compiler tout le projet. On va simplement faire un make, et vous voyez en fait qu'il a créé fournisseur, salarié, personne. Alors il n'a pas créé client, parce que client était déjà à jour, et ensuite il m'a créé simplement mon pers.exe en reprenant tout. Si maintenant je refais un make, vous voyez qu'il ne recrée pas pers.exe, puisque pers.exe est plus vieux que toutes les sources, que toutes les cibles, enfin que tous les fichiers de base sur lesquels il se base. Ok, ça marche. On a aussi autre chose que l'on peut faire. On va voir maintenant comment... Alors, le makefile, c'est un outil qui est vraiment intéressant, puisqu'une fois que les règles sont en place, on peut faire énormément de choses. Par contre, ça nous a fait écrire pas mal de trucs. On va voir en fait si on ne peut pas simplifier un petit peu l'écriture d'un makefile. Alors,
Makefile a justement, cet outil est génial pour ça, parce qu'en fait il vérifie les dates de création de la source et de la cible, et si jamais la cible est plus récente que toutes les sources, et bien tout simplement il ne la récrée pas, puisque il considère en fait que c'est déjà fait. Et donc ça va vous faire gagner énormément de temps en compile. Ça c'est intéressant, parce que quand on est développeur et qu'on travaille sur des très gros projets, on va se rendre compte en fait qu'à chaque fois que l'on veut tester quelque chose, on va recompiler. Et donc en fait, la recompilation, c'est quelque chose qui arrive énormément de fois dans une journée. Et si on arrive à gagner du temps sur une recompile, eh bien c'est autant de temps de gagner sur notre travail. Donc, le Makefile est intéressant pour ça, il va nous faire gagner du temps en ne recompilant que la petite partie en fait que l'on vient de toucher, et tout ce qui est resté identique, il va la laisser telle quelle. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire avec un Makefile? Alors imaginons que dans notre projet, on s'aperçoit que les fichiers .o, les fichiers objets, ce sont en fait des fichiers temporaires. C'est-à-dire que nous, on aimerait garder les sources, à partir de ces sources, on génère des .o, et à partir des .o, on génère l'exécutable. Mais une fois que l'exécutable est généré, en fait, les .o, on pourrait de nouveau les supprimer, ça nous prend de la place pour rien. Donc on pourrait se créer, en fait, une petite règle qui nous permet, en fait, de supprimer les éléments .o. Je pourrais, par exemple, appeler cette règle clean. Clean, elle a besoin de s'appuyer sur aucune source. Et qu'est-ce qui se passe quand je lance clean? Eh bien en fait, je supprime tout simplement, je fais un del sur étoile.o, donc tous les éléments en fait qui terminent par .o. Et pour lancer cette règle, eh bien tout simplement, je fais make clean, make suivi de la règle que je veux lancer, et vous voyez que dans mon arborescence, ça m'a supprimé tous les fichiers .o. Donc vous pourriez avoir une règle de ménage, un peu si vous voulez, alors là c'est un truc très simple, hein, mais ça pourrait être un petit peu plus compliqué, vous pourriez supprimer dans des répertoires aussi, ou ce genre de choses. Tout ça, on va pouvoir le faire avec le Makefile. Ok. Donc on peut se créer des règles un petit peu comme ça. Donc on avait vu que sans argument, make lançait la première règle du fichier, et avec un argument, il lançait la règle en fait que vous voulez faire. Donc vous pouvez lancer la compilation de n'importe quel .o de manière complètement indépendante. Alors, est-ce qu'on peut aussi s'améliorer un petit peu dans le Makefile pour avoir moins de choses à taper? Oui, en fait, le Makefile contient énormément de règles implicites. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes ici, mais on peut aller plus loin. Le Makefile permet, par exemple, de définir des variables. Alors, c'est des variables qui vont ressembler un petit peu à ce que l'on peut faire en Bash, en programmation shell, Bash. On va simplement créer une variable, on va lui affecter une valeur, et à partir du moment où cette variable existe, on va pouvoir l'utiliser dans notre programme. Alors l'idée, encore une fois, c'est de gagner du temps dans l'écriture. Par exemple, je m'aperçois que dans ma règle pour créer personne.exe, eh bien j'ai ici toute la liste des .o, et vous voyez en fait que j'ai exactement la même liste au moment de la compile. Alors ce que je pourrais faire tout simplement, c'est dire, voilà, je vais me déclarer une variable obj, dans lequel je vais mettre la liste de tous mes objets. Voilà. Et une fois que cette variable obj, elle existe, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser en disant, voilà, c'est quand je crée pers.exe, je vais regarder la liste des objets, et au moment de la compile, pareil, je vais utiliser la liste des objets. Ce qui me permet en fait de faire une règle un petit peu plus simple. Donc si je fais un make, en fait, vous voyez que tout est reconstruit. Voilà. Ok. Ça marche. Qu'est-ce que je peux encore faire qui pourrait me faire gagner du temps? On va s'apercevoir que le Makefile a aussi des règles implicites. Effectivement, le Makefile est surtout utilisé pour la compilation, notamment en C et C++. Et en fait, le Makefile, en fait, comme on l'appelle tout le temps pour compiler des fichiers .o, au bout d'un moment, il sait très bien en fait ce que vous allez vouloir faire avec le fichier .o. Et donc, il y a des choses en fait qui, pour lui, tombent sous le sens. Et donc, vous allez pouvoir simplifier votre Makefile. Par exemple, quand vous générez un fichier .o, client.o, eh bien le Makefile va comprendre que, de base, normalement, vous allez vous appuyer sur client.h et client.cpp. Donc, c'est pas la peine de lui repréciser. Il sait ce que vous allez faire. Donc, fournisseur.o, il sait que ça va se baser sur fournisseur.h et fournisseur.cpp, aucun problème. Salarié, il sait que ça va se baser sur salarié.h et salarié.cpp. Personne aussi. Donc personne, alors c'est pas qu'il n'y a plus de sources, c'est simplement qu'elles sont implicites dans les règles. Et main.o, ah tiens, je l'avais même pas mis.
il faut qu'il s'appuie sur main.cpp. Je l'avais oublié, c'est un oubli. Et donc en fait, tout simplement, si je l'enlève, main.cpp, de toute façon ça ne posait pas de problème, puisque implicitement, en compilant main.o, eh bien le makefile avait compris qu'il voulait tout recompiler. Donc là, si je fais un make, en fait, vous voyez que la compilation passe toujours et que tout fonctionne toujours correctement. On peut encore aller plus loin. On a même la possibilité de dire que, effectivement, si je veux construire un point O, eh bien, on sait en fait que l'option qui va devoir être appelée dans G++, c'est G++-C, et ça va être lancé sur un fichier qui a le même nom que le fichier .o, sauf qu'il a une extension CPP. Donc en fait, ça, je ne suis même pas obligé de le préciser. Dans le makefile, il va savoir directement ce qu'il a à faire. Donc, dès que je génère un fichier .o, eh bien, vous allez voir que le makefile sait exactement ce qu'il a à faire. Je vais faire un make, vous voyez que tout est recompilé et que le G++-C a été généré automatiquement par makefile, par le make, parce qu'en fait, lui sait très bien en fait comment on doit régénérer un fichier .o. Ok ? Encore une petite chose qu'on pourrait faire pour simplifier les choses. Oui, on peut encore regrouper les éléments qui ont les mêmes prérequis. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec client.o, fournisseur.o et salarié.o qui ont tous les trois besoin uniquement de personne.h pour pouvoir être compilés. Eh bien, si jamais je suis sur les mêmes attentes, sur les mêmes prérequis de source, je peux tout simplement grouper ces trois éléments en un et dire en fait tout simplement que ce soit la compilation de client.o, fournisseur.o ou salarié.o, les deux vont s'appuyer sur personne.h. Et donc tout simplement, je vais faire un make clean et je vais refaire un make et vous voyez que tout a été régénéré avec un G++-C. Vous voyez que toutes les règles ont été implicitement régénérées pour recréer mon projet. Et vous voyez que le makefile maintenant qui recrée mon projet, en fait, il fait 9 lignes, dont une qui est vide, la ligne 2. Et donc en fait c'est quelque chose qui, avec les règles implicites, devient très facile à écrire. Et devient très facile à lire également. Un makefile c'est très très clair, on a toujours en jaune ce que l'on essaie de faire, en blanc à partir de quoi on essaie de le faire, et puis ensuite en dessous vous avez une règle avec une tabulation qui vous permet de dire comment je construis les différents éléments. Alors dans cette vidéo on a vu un petit peu comment est-ce qu'on peut organiser un projet. C'est intéressant effectivement de ne pas se retrouver avec toutes les instructions et toutes les lignes de code dans un et un seul fichier, puisque ça embrouille la maintenance, ça vous fait perdre énormément de temps au niveau de la maintenance. Séparer en fait dès le début les différentes classes, c'est une bonne idée, ça vous permet de ne pas vous retrouver avec un gros projet qui tout d'un coup il faut séparer d'un coup, et de vous écrire des makefiles à rallonge parce que votre projet a pris de l'ampleur. Si vous vous occupez en fait de structurer dès le début votre projet, votre makefile se remplira petit à petit, votre décomposition se fera petit à petit et ce sera beaucoup plus agréable. Souvent les gens prennent la décision trop tard de diviser leur projet, quand il devient ingérable, quand plus personne ne veut mettre le nez dedans, ou que par exemple aucune évolution n'est plus possible en fait parce que plus personne n'a la connaissance des fonctionnalités parce que c'est devenu trop compliqué. Donc n'attendez pas ce moment-là. Même si votre projet est sur 2-3 classes, qu'il commence doucement, prenez quand même de bonnes habitudes d'architecture pour justement diviser ces classes et de faire de la compilation séparée. Vous allez gagner du temps au niveau de la compilation, vous allez gagner du temps dans vos recherches. Dès que vous avez une nouvelle fonctionnalité à mettre en place sur un objet, vous savez directement dans quel fichier la mettre en place, ça va être un gain de temps précieux. Et si jamais effectivement votre application monte en puissance, eh bien vous aurez déjà une bonne base, vous aurez déjà mis des outils en place, des procédés en place qui vont vous permettre d'intégrer facilement toutes les évolutions et toutes les nouvelles fonctionnalités du projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils de makefile, ce genre de choses. Sachez que si vous utilisez Visual Studio Community, c'est exactement les mêmes mécanismes qui se cachent derrière. Simplement le makefile c'est une version qui nous permet justement de toucher un petit peu à ces règles, mais ces règles elles existent aussi dans des EDI où tout est vraiment intégré, ça marche exactement de la même façon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura montré comment finalement on peut se débarrasser d'un sujet ou d'un problème un petit peu tentaculaire, comment est-ce qu'on peut repartir les différentes charges, comment on peut répartir les problèmes, et se retrouver de nouveau avec un projet agréable à lire,
qui compile en fait dans un temps assez court et qui va nous permettre de passer plus notre temps à développer que d'attendre que notre solution se compile. À bientôt!